Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Bien, bonjour. Merci d'être encore là. Aujourd'hui, on va clore la série sur l'analyse stricto sensu de la transition démographique avec une question que peut-il se passer donc en fin de transition ou après la transition dans les pays développés. Si vous vous rappelez dans le premier cours à propos de la notion de transition démographique, on avait vu que l'un des inventeurs du concept, Adolphe Landry, avait une vision très pessimiste, on l'avait un peu oublié, de la fin de la transition, au moins pour les pays industrialisés, qui étaient les seuls auxquels il s'intéressait vraiment à l'époque. Alors je cite à nouveau, « La remarque capitale », écrivait-il en 1934, donc dans la Révolution démographique, c'est que dans le régime contemporain, il n'y a plus d'équilibre de population. Et il insiste un peu plus loin, ce qui n'est aucunement inconcevable, c'est que la reproduction d'un pays tout entier descende un jour du fait de la baisse de la fécondité au niveau où est parvenue celle d'une grande ville comme Berlin. On aurait ainsi une reproduction nette de 0,4. 0,4, ça veut dire la moitié du niveau qu'assure le remplacement des générations, disons un enfant par femme à peine. Donc voilà ce qu'annonçait la possibilité qu'on ait ces niveaux-là à l'échelle de pays entiers à la fin de la transition. Alors pourquoi le processus lui paraissait-il irréversible ? Parce que, écrivait-il, un vaste mouvement des esprits se manifeste, affranchissant ceux-ci d'une soumission séculaire à l'autorité établie. On aspire à réformer la société, à la reconstruire d'après des vues rationnelles. Donc c'est l'idée de la rationalisation accrue des comportements dans tous les domaines, y compris ceux de la vie, et qui est pour Landry une tendance lourde et que d'ailleurs il juge globalement positive, indépendamment de l'impact démographique. On a vu aussi que c'était l'une des trois conditions pour Huxley Cole pour l'amorçage de la baisse de la fécondité. Alors Landry n'était pas le seul démographe pessimiste dans les années 30. On a vu que toutes les projections démographiques réalisées à l'époque étaient également pessimistes en envisageant une fécondité faible, au mieux donc le maintien d'une faible fécondité, voire une continuation de la baisse et donc un déclin inévitable des pays concernés. Il faut dire que les taux nets de reproduction de l'époque, par la combinaison à la fois d'une fécondité peu élevée et, rappelons-le, d'une mortalité encore importante, étaient très souvent inférieurs à 1. Donc sur ce graphique, vous avez pour 5 pays l'évolution des taux nets de reproduction de 1850 à maintenant presque. On voit que si dans la zone avant 1900, pour la plupart des pays, donc avec une grande exception la France, encore une fois très en avance dans le processus de transition et qui avait déjà une reproduction nette très faible depuis le milieu du XIXe siècle, dans les autres pays, on était encore à des niveaux satisfaisants et il y a évidemment la chute de la guerre de 14, mais avant déjà une amorce de baisse très marquée dans la plupart de ces pays. Vous avez là donc l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et la Suède. Et après le baby-boom, il n'y a de reprise véritable qu'en Italie, ici. Sinon, dans les autres pays, on s'installe donc dans l'entre-deux-guerres à des niveaux de reproduction nette très inférieurs à l'unité. On est parfois à 0,8 dans cette période-là. Bon, la suite de l'histoire, c'est le baby-boom. Ça, c'est la reproduction évaluée en période. Je vous rappelle, en période, ça veut dire qu'on fait la somme des taux de fécondité pour une année donnée. Et ici, ces taux sont pondérés par la mortalité. En génération, quelquefois, on a une vision un peu plus nette des choses. En plus, ça amortit complètement les fluctuations. En génération, on voit à peu près les mêmes tendances. Vous avez les mêmes pays, plus les États-Unis, qui est une courbe bleue ici. Donc, une tendance à la baisse tendance nette depuis 1860 à peu près. Pour les générations nées en 1860, donc leur fécondité était une trentaine d'années plus tard. Qui se marque, ne prend fin qu'avec, en général, la génération à peu près née en 1900. C'est le cas de la France particulièrement.
Voilà, donc pessimisme de l'époque tout à fait justifié. La divine surprise du baby-boom a évidemment tout remis en cause. Dans un premier temps, les observateurs n'y ont parfois vu qu'un phénomène éphémère, un simple rattrapage au moment de la sortie de guerre, par exemple le fait que les prisonniers rentraient des camps et que les couples pouvaient se reformer. Et si on prend les premiers numéros de la revue Population en 1946-1947, le ton est à la prudence, voire au scepticisme sur la valeur de la reprise observée. Pourtant, on le sait, le baby-boom s'est installé dans la durée, pour une vingtaine d'années au moins, au point qu'on s'était un peu habitué à lui et qu'on avait presque cru qu'il pouvait durer encore très longtemps. Or, c'était impossible, pour les raisons que nous allons voir. Comme on ne le prévoyait pas, la fin du baby-boom a à nouveau été vécue comme une douche froide, parce que les taux de fécondité ont entamé une baisse rapide, et surtout, ils vont s'installer dans nombre de pays nettement en dessous de 2 enfants par femme, donc nettement en dessous du taux net 1. La question de la fin de l'histoire, de la fin de la transition, s'est alors reposée brutalement. Alors je vais essayer, après avoir rapidement vu donc, cette question de la dépression d'avant-guerre, de voir un petit peu quels sont les bouleversements sociétaux en général, mais aussi plus particulièrement dans la famille, qui sont souvent mis en avant pour expliquer la baisse persistante de la fécondité, puis essayer de voir jusqu'où ça pourrait aller éventuellement, et puis, si j'ai le temps, j'espère, ne pas oublier qu'il y a une autre incertitude dans la fin de la transition, qui est celle de l'évolution de la mortalité, pour laquelle l'incertitude sur la durée de vie limite est également tout à fait importante. Alors, revenons sur le cas français pour le détailler, et pour vous parler un petit peu des artifices du baby-boom, ce qui faisait qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il ne dure pas très longtemps. Vous avez là un classique, une figure très, très classique que les démographes connaissent par cœur, qui vous met en parallèle l'évolution de l'indicateur synthétique de fécondité, cette somme des taux de fécondité par âge. Nous sommes en période, ici nous sommes en période par définition, et par ailleurs l'indicateur de génération, qui est donc la descendance finale, effectivement observée pour 100 femmes à la naissance. Alors, pour que le graphique soit lisible, on le décale d'une trentaine d'années, c'est-à-dire que le graphique met en phase l'année de fécondité, disons 1930, avec l'année de la génération née en 1900, puisqu'elle a eu ses enfants aux alentours de 1930. Alors l'échelle va de 1900 à aujourd'hui. Dans la première partie, vous voyez qu'il y a un parallélisme et même presque une superposition entre les deux courbes. Les deux indices évoluent dans le même sens. Bon, évidemment, c'est un sens négatif, c'est à la baisse. Il y a évidemment l'effondrement de la guerre de 14 qui est extrêmement visible sur l'indicateur conjoncturel. Vous voyez, 5 années, 1, 2, 3, 4, 5, à 1,5 enfants et même parfois 1,2. Bon, ça, c'est évidemment un effet très brutal. Remarquez quand même que c'est complètement invisible sur la courbe par génération. C'est-à-dire que si vous n'avez que l'histoire des générations en France, vous ne verrez pas la guerre de 14-18, malgré le choc énorme qu'elle a représenté en termes de naissance, de déficit de naissance. Après la guerre, on a ici effectivement un petit rattrapage, mais pas très important, et on retrouve la tendance légèrement décalée, mais on n'est pas très loin de la tendance antérieure pour l'indicateur transversal, jusqu'à ce qu'on arrive. Alors, en fait, à la veille de la guerre de 40, on amorçait déjà une reprise, semble-t-il, mais elle a été cachée et cassée par la guerre elle-même. Et ensuite, on a la reprise, évidemment, de l'immédiate après-guerre et le baby-boom. Alors, vous voyez, le décrochage est beaucoup plus important que dans le cas de la guerre de 14. On a vraiment affaire à un autre phénomène. Et d'ailleurs, on peut le voir rétrospectivement maintenant, en constatant que la descendance des générations, effectivement, commençait à remonter à partir de la génération du début du XXe siècle. Alors, les observateurs de la période de l'entre-deux-guerres, eux, ils voyaient ça. Ils ne voyaient pas encore la descendance finale des générations. Il faut avoir un peu de recul pour la connaître. Donc, on ne sait pas. Le démarrage de la première des générations 1900, leur première partie de vie féconde était peut-être encore effectivement faible, mais par la suite, ils ont eu en partie un rattrapage qui explique qu'ils ont terminé quand même à des niveaux qui étaient de plus en plus élevés. Alors, ce qui se passe après, donc pendant le baby-boom, c'est que pendant à peu près 25 années, vous allez avoir cet indicateur conjoncturel qui est constamment supérieur à ce que dit la descendance des générations concernées à l'époque.
ça peut tout à fait mettre la puce à l'oreille parce que ça ne peut pas durer indéfiniment. Il ne peut pas y avoir un décrochage permanent, éternel, entre l'indicateur conjoncturel et l'indicateur de génération. Qu'est-ce qui produit ce décalage? C'est essentiellement ce qu'on appelle un effet de calendrier, c'est-à-dire le fait que les couples se mettent à avoir des enfants de plus en plus tôt. On va le voir sur la graphique représentant l'âge à la maternité. À partir de 1964-65, eh bien là, l'indicateur commence à baisser parce qu'il va y avoir un changement de tendance complet et finalement, on va avoir d'abord la fin de la baisse de l'âge à la maternité, puis une remontée. Du coup, les deux courbes sont en phase, cette fois-ci la courbe transversale et la courbe de descendance finale, bien que la descendance finale amortisse toujours un peu les chocs. Alors maintenant, nous sommes entrés depuis les années 70-75 dans un phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il y a eu un tel report dans l'âge à la maternité que l'indicateur conjoncturel s'est placé systématiquement en dessous de l'indicateur de génération. Et on est en train, en France en tout cas, d'assister à une convergence. On va peut-être retrouver enfin un niveau équivalent pour l'indicateur transversal et l'indicateur de génération. À moins qu'elles ne se croisent à nouveau, nous verrons. Alors, l'explication de pourquoi est-ce que l'effet de calendrier, la modification du calendrier des naissances a l'effet sur l'indicateur conjoncturel, une façon très simple de le comprendre, je pense, c'est de dire, imaginez que les générations successives aient deux enfants, le premier à 28 ans, le deuxième à 31 ans, toutes. Et puis, une année donnée, on peut le faire d'abord à l'envers. Une année donnée, on estime, ceux qui veulent démarrer, par exemple, estiment que la circonstance n'est pas propice et ils reportent systématiquement le premier enfant de 28 à 29 ans. Eh bien, vous allez avoir une année où il n'y aura que les secondes naissances de la génération en âge d'avoir un second enfant et pas de première naissance. Donc, il va y avoir une chute brutale de moitié de l'indicateur. Inversement, imaginez qu'on annonce une mesure pour les familles, par exemple, très positive, ou même plutôt qu'on annonce la fin d'une mesure très positive et que ça incite les couples qui n'ont pas encore eu d'enfants, soit au premier, soit au second, à se précipiter pour l'avoir. Eh bien, vous allez avoir une montée aussi temporaire de l'indicateur et qui n'aura pas de conséquences sur la descendance par génération. Dans tous les cas de figure que je propose, on peut imaginer qu'à la fin, il y aura toujours 2 enfants par femme dans les générations. Donc, c'est ces à-coups dans le calendrier qui provoquent ces décalages. Donc, ça, c'est une première explication à ce que j'appelle l'artifice du baby-boom, c'est-à-dire le fait qu'on ne pouvait pas imaginer rester à des niveaux de fécondité de cette nature-là pendant très très longtemps. Une seconde spécificité, je vais d'abord vous rappeler, je voulais annoncer, je ne voulais pas montrer, l'évolution de l'âge moyen à la maternité. Donc on voit que c'est encore plus vrai pour les premières naissances, vous voyez la pointe en 46, et puis ensuite il va y avoir une descente. Ici, pour l'ensemble des naissances, la pointe est aussi en 46, la descente est plus progressive, donc il y a un rajeunissement systématique de l'âge à la maternité pendant toute la période du baby-boom, jusque dans les années 60. Et puis ensuite, il va y avoir un premier palier pour la première naissance, un second un peu plus tard, et finalement une remontée. Et vous voyez, cette remontée est très rapide, et on a déjà complètement compensé la baisse observée depuis le début du baby-boom, aussi bien pour les premières naissances que pour l'ensemble des naissances. Et ceci, malgré un fait important, c'est que, j'y reviendrai, la baisse de la fécondité globale qu'on a observée dans cette période-là, c'est essentiellement en France une diminution des naissances de rang 3 et plus, ce qui mécaniquement devrait rajeunir plutôt l'âge à la maternité. Et donc, malgré cela, on assiste à une remontée de l'âge à la maternité très rapide, puisqu'on est maintenant à 30 ans pour l'ensemble des naissances. Et dans les générations, la tendance est exactement la même. On avait ce maximum dans les générations nées vers 1910-1920, et ensuite une baisse donc pendant la période du baby-boom et une remontée. Bon. Alors, le deuxième artifice, c'est qu'on a réalisé rétrospectivement que, en fait, la forte fécondité du baby-boom n'était pas complètement voulue par les couples. Et à partir des années 78-80, nous avons, dans des enquêtes démographiques, posé des questions sur
le fait que les naissances que les personnes avaient eues avaient été souhaitées ou pas. Plus précisément, on leur demandait pour chacune des naissances, est-ce qu'au moment où vous avez su que vous étiez enceinte, la question était posée aux femmes, mais on peut aussi la poser aux hommes, au moment donc où vous avez été enceinte, est-ce que vous souhaitiez l'enfant immédiatement, très bien, plus tôt éventuellement même, plus tard, c'est-à-dire que vous vouliez encore un enfant mais pas forcément aussi vite, ou plus du tout. Donc ce que j'appelle les naissances non désirées sont celles pour lesquelles la réponse était plus du tout. Et mal planifiées sont celles pour lesquelles la réponse était j'aurais préféré que ce soit un peu plus tard. Alors, ces questions sont posées rétrospectivement. Certains commentateurs disent oui, ça ne vaut pas grand-chose, cet indicateur, parce que les enfants ils sont nés, on parle d'enfants nés vivants qui sont là, et puis plus le temps passe, plus on oublie les circonstances exactes de la conception et de la grossesse, on est content, les enfants sont là. Bon. Donc si c'était vrai, logiquement, plus on remonterait dans le temps, plus on devrait avoir peu de naissances déclarées non désirées. Or, ce n'est pas le cas. Dans la première enquête, ce sont les points verts ici, on voyait très clairement que c'était les naissances les plus anciennes, l'observation avait lieu en 1978, sont les naissances les plus anciennes qui étaient déclarées le plus fréquemment non désirées. Par ailleurs, on a répété l'exercice donc, dans les enquêtes successives, et vous avez là la superposition donc, des courbes correspondant à 3 enquêtes, et on voit que chaque fois, il y a un excellent raccordement. C'est-à-dire que quand on interroge en 88 les femmes à propos des naissances qu'elles avaient eues en 70, elles nous disent la même chose que celles qu'on avait interrogées dans la même génération en 78 pour les mêmes naissances en 70. Donc il n'y a pas du tout d'effet d'érosion. Ce caractère, souhaité ou pas, est quelque chose qui est, semble-t-il, assez bien ancré dans la mémoire des femmes. Quand on y réfléchit, je trouve que c'est assez logique. C'est un événement important dans la vie. Ça n'arrive pas si souvent que ça, en moyenne, c'est 2 fois. Donc, se souvenir des circonstances ne me semble pas quelque chose de si surprenant que ça. Alors, en tout cas, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est qu'effectivement, donc, aussi loin qu'on pouvait remonter, donc, compte tenu des dates d'enquête, la période la plus ancienne était autour de 70, donc c'était déjà la fin du baby-boom, on avait 40% des naissances qui étaient rapportées non désirées ou mal planifiées. Et au fur et à mesure que les années de diffusion de la contraception en particulier sont passées, on a vu cette proportion diminuer et se stabiliser autour de 20%. Si on regarde les seules naissances déclarées non désirées, donc celles qu'on aurait vraiment préféré éviter complètement, eh bien on avait 12% dans la période la plus ancienne, ce qui est quand même pas négligeable. Ça veut dire que probablement on était encore un peu plus haut au moment du baby-boom. Une bonne partie des naissances de ce baby-boom étaient pas vraiment souhaitées et une bonne partie arrivait plus vite que prévu. Donc on est dans un contexte où effectivement on souhaitait davantage d'enfants, ça c'est vrai, mais on souhaitait un peu trop, si je puis dire, et on n'avait pas non plus les moyens de régulation des naissances optimaux pour s'en tenir strictement au nombre d'enfants qu'on souhaitait. Donc on en voulait peut-être 2, on en avait 3, bon, on n'en faisait pas une maladie, mais le fait est qu'on en avait eu un de plus que voulu. Donc ça, c'est une seconde raison aussi pour penser que le baby-boom ne pouvait pas durer de la même façon indéfiniment. Alors, cette évolution n'est pas spécifique à la France, bien sûr. Dans la plupart des pays industrialisés, on observe des évolutions semblables, et même avec des niveaux de fécondité parfois très inférieurs après 1980, et je pense que Wolfgang Lutz nous en parlera tout à l'heure. Alors, évidemment, les démographes se sont penchés sur la question. De nombreux articles ont été publiés pour analyser en détail ces évolutions. Alors, il y a des discussions d'abord démographiques, justement, entre les divers indicateurs pour comprendre vraiment ce qui se passe, mais aussi des discussions plus théoriques pour interpréter la situation que nous avons sous les yeux. Alors, comme je disais tout à l'heure, en annonçant le plan, les années 60-70 ont été marquées par des bouleversements sociaux très importants. Et ces changements ont affecté les modes de vie des individus, leur système de valeurs, les structures familiales. Et je vais essayer de les passer rapidement en revue pour voir en quoi tout ceci peut effectivement influencer
la fécondité, et vous retrouverez beaucoup des ingrédients de la seconde transition démographique dont Ron Lestag vous avait parlé il y a 15 jours. Donc il y a des changements qu'on peut qualifier de structurels qui affectent la société, des changements de son fonctionnement, les changements culturels, et puis quelques solutions techniques nouvelles qui vont certainement aussi jouer un certain rôle en matière de gestion de la reproduction. Alors, les changements structurels, certains étaient déjà bien amorcés, n'ont pas commencé au début des années 60, mais leurs effets ont continué à s'exercer. Je les regroupe sous 4 têtes de liste: la modernisation, la protection sociale, la scolarisation, le développement de la scolarisation et l'activité féminine. Alors, le processus de modernisation, d'abord, c'est une formule extrêmement large qui englobe un ensemble d'évolutions qui sont de nature économique et sociale. Par exemple, l'augmentation de la population travaillant dans les secteurs secondaires, puis tertiaires. Il y a eu une chute de la population agricole en France extrêmement rapide au cours du siècle et qui s'est encore accélérée dans les dernières décennies. Vous avez l'urbanisation, bien sûr, c'est un processus qui n'est pas nouveau non plus, mais qui s'est poursuivi. La croissance de la consommation, là peut-être c'est un changement plus radical, on est entré vraiment dans un autre type de société, et l'apparition concomitante de très nouveaux produits qui sont autant d'incitations à consommer plus. Ça c'est la toile de fond de processus sociaux qui sont abondamment décrits dans la littérature. Il y a aussi le développement de la protection sociale, le welfare state, dans le domaine de la santé, des retraites, du chômage, de l'aide aux familles. Vous savez tous qu'en France, l'ensemble des prélèvements obligatoires représente 44% du PIB, c'est-à-dire les prélèvements sociaux plus les impôts. Alors, il faut bien avoir en tête que les prélèvements sociaux, qui représentent la moitié des prélèvements totaux, ce ne sont rien d'autre que des systèmes d'assurance collective et obligatoire, concernant essentiellement la maladie et la retraite. Donc, c'est socialisé, c'est rendu obligatoire dans le système français. Si ça ne l'était pas, il faudrait que ça soit privatisé, il faudrait que les gens cotisent au même niveau, à peu près, pour avoir les mêmes prestations. Donc on mélange toujours, de façon un peu abusive, ce qui est la pression fiscale et ce qui est simplement de l'assurance, avec ce système qui a été choisi en France, que ce soit principalement une assurance de type collectif et obligatoire. En tout cas, ça a de l'importance, et ça peut l'avoir notamment en matière de politique familiale, on y reviendra. Alors, il y a la généralisation des études secondaires et la progression très rapide de l'accès aux études supérieures. Ça, c'est aussi un phénomène assez récent, et en particulier un accès beaucoup plus rapide pour les femmes. Vous avez là, en 2007, les taux de scolarisation en France. Donc, vous voyez que maintenant, âge par âge, donc de 15 à 30 ans, donc on est en scolarisation totale à peu près jusqu'à 15-16 ans. Et puis ensuite, évidemment, il y a une diminution. L'âge médian, c'est-à-dire l'âge auquel 50% des gens sont encore scolarisés, est autour de 20 ans pour les garçons et un petit peu plus pour les filles. Donc les filles ont systématiquement, sont un peu plus souvent scolarisées, autour de 18 à 25 ans. Et on a encore donc, un quart des gens scolarisés à 22-23 ans, et vous voyez que la courbe met du temps à atteindre zéro. Donc ça, c'est un phénomène important parce que ça a pour conséquence, d'une part, le fait qu'on peut quitter la famille un peu plus tardivement, qu'on est en tout cas dépendant financièrement plus tardivement qu'autrefois, et puis par ailleurs, eh bien, qu'on est évidemment mieux formé et en principe plus apte à accéder à des emplois, et ça va être particulièrement vrai pour l'activité féminine. Alors, on va le voir sur les graphiques. Ici, vous avez l'évolution des taux d'activité des hommes en France à 4 dates, c'est les recensements successifs, 75, 82, 90, 99. Donc, les courbes se déplacent vers la droite ici, parce que, effectivement, le développement de la scolarisation fait qu'on entre de plus en plus tardivement en activité, et elle se déplace vers la gauche ici, parce qu'on sort d'activité de plus en plus tôt. C'est une des caractéristiques françaises aussi que d'avoir finalement une période d'activité relativement courte. On rentre relativement tard et on sort relativement tôt. Ici,
on passe la barre des 50%, l'âge médian, autour de 60 ans. Bon, je crois qu'en fait, c'est actuellement 59 ans, l'âge de fin d'activité en moyenne en France. Bon, en tout cas, pour les hommes, on a évidemment une activité quasi totale entre 25 et 50 ans. Voilà le même graphique pour les femmes. Alors, il y a un décalage, mais cette fois-ci, les courbes sont différentes. On commence ici en 75 et on monte jusque vers 99. Donc, en 99, on a un profil qui ressemble à celui des courbes pour les hommes, bien que le niveau maximum soit un petit peu inférieur. On est à 80% au lieu de 95%. Mais le grand changement, donc, c'est le fait qu'autrefois, si j'avais des données un peu plus anciennes, on verrait encore mieux le creux. Il y avait un maximum pour l'activité féminine vers 25-30 ans, et puis ensuite, avec l'arrivée des enfants, un retrait, avec une certaine reprise un peu plus tard, mais qui est maintenant de moins en moins marquée, puisque le retrait lui-même est de moins en moins marqué. Donc on a une courbe qui s'est régularisée, même si, encore une fois, le niveau total d'activité est un peu plus faible que pour les hommes. Mais c'est un changement, donc, en l'espace de seulement 25 ans, qui est quand même tout à fait considérable de passer de 50 à 80% d'activité pour les femmes. Et ce graphique montre aussi la relation avec la situation familiale de façon assez frappante. Vous avez, au fil du temps, toujours, l'activité féminine selon le nombre d'enfants. Donc ici, on retrouve la courbe d'ensemble, où on voit qu'on passe effectivement de 50% d'activité à 70%. Mais vous voyez que les courbes montent. Pour un enfant, on est même un peu au-dessus et on est strictement parallèle. Pour 2 enfants, on a un rattrapage qui se fait rapidement et qui maintenant met les mères de 2 enfants pratiquement au niveau moyen de l'ensemble des femmes. Pour 3 enfants, il y a une montée aussi, et là, le décalage reste. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a de moins en moins de familles de 3 enfants. Donc ça concerne de moins en moins de femmes. Donc ça peut être un peu celles qui font un choix, effectivement, d'avoir une famille plus nombreuse. Ce n'est pas la seule raison. En tout cas, la convergence ici, surtout pour 2 enfants, est très marquée. Et ça montre que dans le cas de la France, on a pu arriver à faire concilier, dans une large mesure, l'activité professionnelle féminine avec le maintien d'une fécondité à un niveau relativement satisfaisant. Alors, quelques changements structurels maintenant. Là, on va retrouver aussi des têtes de chapitre assez classiques. La sécularisation. Le fait que la pratique religieuse a beaucoup reculé. C'est une expérience facile à vérifier. Mais aussi la croyance dans certains dogmes. Les enquêtes montrent que même pour les personnes qui se déclarent toujours appartenir à une religion, il y a une certaine distance prise par rapport à un certain nombre de dogmes, comme l'existence de l'âme, la vie après la mort. L'appartenance à une religion elle-même recule, et s'il y a une certaine prise de distance par rapport au dogme, il y a aussi une certaine prise de distance par rapport à certains préceptes moraux de la religion. En France, il est très frappant de voir le décalage entre l'appartenance à l'Église catholique et l'utilisation de la contraception, pour prendre un sujet qui nous intéresse ici. Aujourd'hui, les personnes qui sont catholiques et qui disent que pour elles, la religion est très importante dans leur vie quotidienne, utilisent exactement autant la pilule ou le stérilet que celles qui disent que pour elles, ça n'est pas très important. Donc, de ce point de vue, on voit bien que même si ces mêmes personnes, encore une fois, se déclarent appartenir à l'Église catholique, ça ne signifie pas qu'elles vont suivre les préceptes au pied de la lettre. Il y a aussi, en toile de fond, la volonté constante de séparer les églises de la politique. C'est un des dogmes de notre système en France aussi. Deuxième aspect, fréquemment cité, la montée de l'individualisme. On en parle souvent, que ce soit dans la vie sociale, avec le recul de la syndicalisation, qui confère l'actualité, les modifications de la législation, qui tend de plus en plus à partir des situations individuelles pour construire la loi, pour établir en particulier de nouveaux droits, de façon plus systématique, je pense, qu'autrefois. Donc on entérine de plus en plus les comportements. La pratique religieuse, j'en parlais, mais on peut le reprendre ici sous une autre forme, c'est-à-dire le fait qu'on a une conception de plus en plus personnelle de la vie religieuse,
Et donc c'est pour ça que on peut rendre compatible le fait qu'on se dit appartenir à une religion, mais qu'on ne participe pas collectivement à des activités liées à cette religion. Donc un peu partout, on voit que, alors au sein du couple aussi, j'y reviendrai, au sein du couple c'est très important, la conception du couple évolue et c'est aussi une priorité qui est donnée à l'épanouissement personnel. Donc partout, c'est l'individu qui paraît primé, qui ne veut pas se soumettre à une morale, une autorité extérieure. Alors on peut dire qu'il existe en face de nouvelles formes de socialisation, on évoque souvent Internet aujourd'hui, il faudra voir ce que ça donne dans la durée. Il y a des formes de socialisation par Internet qui sont un peu exhibitionnistes, je dirais presque, voire Facebook, MySpace, où on raconte des tas de choses qu'on ne raconte pas à ses amis. Mais ça permet aussi de construire de fausses identités ou de rester masqué aussi longtemps qu'on le souhaite. Donc c'est une relation un peu ambiguë avec les éventuels partenaires dans le réseau. Troisième point qui est un peu lié, c'est la progression de l'hédonisme. Donc on estime que la priorité est donnée de plus en plus à la recherche de la satisfaction de plaisirs personnels dans les diverses activités de la vie quotidienne, y compris d'ailleurs dans le domaine de la sexualité. Bon, voilà, là aussi une toile de fond, je ne peux pas m'étendre très très longuement, ça ferait des cours et des cours de sociologie très très longs, mais je pense que vous êtes tous familiers avec ces idées-là. Alors, il y a aussi quelques évolutions techniques qui vont interférer avec notre sujet, principalement donc la contraception et l'aide médicale à la procréation. Alors, pour la contraception, c'est l'apparition de méthodes nouvelles. Il y a toujours un paradoxe, spécialement dans le cas français. On a vu que la fécondité était tombée à 2 enfants par femme dans les générations nées vers 1900, graphique tout à l'heure. 2 enfants. Bon, c'est comme aujourd'hui. Des générations qui ont eu leurs 2 enfants, ou qui n'en ont pas eu, dans les années 1920 à 1940. C'est-à-dire pas de pilule, pas de stérilet, et la loi de 1920, qui n'était pas spécialement encourageante en matière de contraception et encore moins d'avortement. Donc, néanmoins, les couples s'étaient débrouillés, cas un cas, à avoir 2 enfants seulement, en se mariant moins, en utilisant les méthodes de retrait, mais aussi, on l'a vu dans la période du baby-boom, avec des échecs non négligeables. Alors, ce qui va changer avec ce qu'on peut appeler la seconde révolution contraceptive, parce que cette fois, il s'agit vraiment aussi d'un changement important, c'est l'apparition de méthodes nouvelles, pilules et stérilets, qui sont certes d'abord plus efficaces, c'est important, mais qui ont aussi le caractère très important d'être permanentes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à poser un stérilet, c'est évident, mais c'est vrai aussi pour la pilule, une fois qu'on est engagé dans le processus, on est protégé contre une conception non désirée, à peu près, de façon permanente. Donc la décision qu'il faut prendre si on veut un enfant, c'est d'arrêter. Alors qu'autrefois, on n'était pas dans la même situation et il y avait toujours un risque plus important lié à chaque rapport. Donc des méthodes plus efficaces, mais aussi plus faciles à utiliser et qui ont cette caractéristique d'être relativement permanentes. Alors pour vous fixer les idées, dans l'enquête la plus récente que nous ayons pour la France, en 2000, voilà les taux d'utilisation par âge pour 100 femmes. C'est-à-dire 100 femmes sans restriction. Pas celles en couple, etc., 100 femmes. À 20-24 ans, 70% utilisent la pilule, aujourd'hui en France. Et c'est un quasi-monopole. Il y a aussi les préservatifs, mais pour le préservatif, c'est un peu plus compliqué, parce que spécialement chez les jeunes, c'est aussi lié aux problèmes de protection contre le sida principalement. Donc 70% déjà, compte tenu du fait que toutes ne sont pas forcément exposées à ce moment-là en permanence à un risque de conception, c'est effectivement un taux très élevé. Et ça veut dire qu'à 30 ans, 90% des Françaises ont déjà utilisé la pilule. Alors, la baisse qui suit, âge par âge, est en fait compensée par la montée du stérilet. Les taux deviennent égaux vers 40 ans. Et très tardivement, de la stérilisation. En France, la stérilisation est peu utilisée comparativement à des pays comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas. Dans beaucoup de pays, et d'ailleurs dans le monde entier, la stérilisation est la première méthode contraceptive utilisée en moyenne mondiale.
nettement. Pour la France, ce n'est pas le cas. Il y a eu beaucoup de résistance à la stérilisation. Et surtout le fait que la pilule a été très bien acceptée, ce qui n'a pas été le cas dans tous les pays. Il n'y a pas eu de campagne négative forte par rapport à la pilule, plus le complément important qui est donné par le stérilet, ça permet effectivement d'assurer une couverture contraceptive dans des conditions assez satisfaisantes, même si ça n'empêche pas encore un certain nombre d'avortements. Alors si on prend d'ailleurs maintenant uniquement les femmes qui sont haut risque, alors qu'est-ce que c'est qu'une femme au risque? C'est une femme qui n'est pas stérile, qui ne pense pas en tout cas l'être, ni stérilisée bien sûr, qui n'est pas enceinte, parce qu'à un moment donné, si on fait une enquête dans la population, il ne faut pas oublier que sur 100 femmes, on va en trouver quand même quelques-unes qui sont enceintes, à peu près 4-5%. On va en trouver quelques-unes qui cherchent à concevoir, bonne raison pour ne pas utiliser de contraception. On va en trouver qui sont sans partenaire sexuel, pas de raison non plus d'utiliser la contraception. Donc si maintenant on rapporte le taux d'utilisatrices à l'effectif de celles qui sont haut risque, alors négativement, c'est-à-dire celles qui ne font rien, vous voyez qu'on a des taux extrêmement faibles. On était déjà à 78 à 3% à peu près et on oscille au taux de 2% depuis. Donc on a vraiment une couverture contraceptive effectivement très large, assurée de façon croissante par la pilule, qui aujourd'hui, globalement, donc pour l'ensemble des femmes d'âge reproductif au risque, c'est 60% d'utilisatrices, le stérilet 20-25%, et le reste, ce sont les autres méthodes réversibles, c'est-à-dire principalement, il y a encore un peu de retrait, les méthodes de température ou autres, et puis éventuellement le préservatif. Donc ça n'est plus que 15% à peu près, et c'est souvent des méthodes utilisées de façon temporaire entre deux méthodes ou après une grossesse, enfin dans des périodes un peu courtes. Donc une couverture effectivement extrêmement importante. Donc ça c'est un changement qui pèse sur le fait qu'on va être capable d'assurer de mieux en mieux le pilotage de la fécondité et d'éviter les grossesses non voulues. Autre caractéristique qui va alors jouer là un petit peu en sens inverse, qui va peut-être permettre d'aider les couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants à en avoir quand même, c'est l'aide médicale à la procréation. Alors elle se développe beaucoup sous l'affirmation générale du droit à l'enfant, qu'on peut un petit peu discuter. En tout cas, il y a une pression de plus en plus forte pour qu'il y ait un accès libre et si possible gratuit, et en France c'est largement le cas, aux méthodes d'aide médicale à la procréation. Alors, le traitement traditionnel de l'infertilité, c'était les méthodes de stimulation hormonale ou de régularisation des cycles. Et d'ailleurs, la pilule, au début, a été commercialisée comme un régulateur des cycles. C'est ce qui a fait qu'elle a pu se répandre un petit peu avant même la loi Neuwirth en France. Donc, il y a un certain nombre de produits qui permettent de régulariser les cycles et d'augmenter un petit peu les chances de conception. Leur efficacité est discutable. Elle était peut-être même nulle. Dans les années 70, j'avais fait un article avec un collègue pour démontrer que d'une façon un peu théorique, les résultats qui étaient affichés dans la littérature quant au nombre de grossesses obtenues dans l'année qui suivait un traitement de ce genre correspondait à peu près à ce qu'on aurait eu sans traitement, et ça avait été corroboré par une étude cas témoin à peu près simultanément. Bon, donc c'est d'une efficacité moyenne. Là, ce qu'on appelle vraiment l'aide médicale à la procréation, ce sont ces méthodes qui vont utiliser des artifices un peu plus complexes, essentiellement donc la fécondation in vitro et aujourd'hui l'insémination directe du sperme, l'ICSI. Et même, dans ces méthodes, il y a la possibilité d'avoir recours à un donneur pour un gamète ou une donneuse, et voire même la question des mères porteuses, mais qu'en France, ça n'est pas autorisé. Alors pour fixer les idées rapidement, en France, des naissances issues de l'aide médicale à la procréation, c'est à peu près 1,7% du total pour la FIV et 0,8% pour l'insémination artificielle, pas forcément avec donneur, l'insémination artificielle globalement. Le nombre de cas où il y a donneur ou donneuse est assez faible. Pour la FIV, vous voyez, c'est 400 sur 14 000, donc ce n'est pas beaucoup. Pour l'insémination artificielle, c'est 800, donc c'est ce qu'on appelle l'IAD, l'insémination artificielle avec donneur. Ça a beaucoup diminué,
La méthode était utilisée jusqu'à 3000, je crois, 3000 couples par an il y a quelques années, mais le développement de l'ICSI qui permet de récupérer un seul spermatozoïde et de faire une injection directe a largement supplanté l'IAD qui concernait donc des couples dans lesquels le mari avait un spermogramme un peu faiblard. Par ailleurs, il y a toujours des stimulations hormonales. Donc on observe que 2,4% de grossesses de naissance sont intervenues après un épisode de traitement, mais encore une fois, rien ne prouve que ce soit vraiment dû au traitement lui-même. Mais dans la statistique, ça apparaît. Donc au total, vous voyez ici 2,5% de naissances à peu près obtenues par l'AMP. Et alors les chiffres sont plus importants. Si on cumule depuis 25 ans, on a eu 200 000 naissances quand même d'enfants par FIV en France. Alors je passe maintenant à un aspect plus particulier qui est la famille. Évidemment, la procréation interfère très très fortement avec la situation familiale. Autrefois, les naissances illégitimes étaient très peu nombreuses, et donc c'est une des raisons pour lesquelles les démographes s'intéressaient de très près à l'évolution du mariage et de l'âge au mariage. Alors, à quoi assiste-t-on depuis quelque temps ? Bien, c'est la fin du modèle bourgeois, disons, de la famille et du couple, qui s'était diffusé à travers les strates sociales françaises depuis la fin du XIXe jusqu'au début du XXe siècle. Donc le modèle traditionnel du père de famille qui apporte les ressources à la famille et de la mère de famille qui s'occupe des enfants. Deuxième changement, une priorité qui est accordée maintenant au couple en tant que tel, avant la relation à l'enfant. Donc le couple a une légitimité propre et une vie autonome. Et en fait, c'est l'arrivée de l'enfant qui fonde la famille aujourd'hui. Autrefois, il y avait le mariage égale famille, puis après arrivaient les enfants. Bon. Aujourd'hui, un couple, c'est un couple, il vit sa propre vie, et quand arrivera l'enfant, là, on commencera à parler de famille. Alors, le droit a accompagné de façon très importante, je le disais tout à l'heure, c'était une caractéristique des tendances récentes, et il a accompagné et même parfois favorisé cette évolution dans plusieurs domaines. En France, il y a eu beaucoup de lois au cours des 30 dernières années concernant l'évolution du mariage, l'égalisation des droits des femmes et des hommes au sein du mariage, par exemple, qui n'était pas acquise dans le mariage du Code Napoléon, la facilitation du divorce, l'égalisation des droits entre enfants légitimes et naturels, ces deux termes étant maintenant d'ailleurs proscrits, la création d'une nouvelle forme d'union à côté du mariage, le PACS, qui a été conçu à l'origine plutôt pour les couples de même sexe et qui finalement est maintenant plébiscité par les autres. 100 000 PACS conclus en 2007 et à plus de 90% par des personnes de sexes différents, en face de 260 000 mariages. Donc ce n'est plus du tout un phénomène additif, marginal, c'est une forme d'union qui est maintenant revendiquée et utilisée. Et puis il y a eu la libéralisation de la contraception et de l'avortement avec les lois Neuwirth et Veil, que vous avez bien sûr en mémoire. Donc ça fait déjà pas mal de changements en une trentaine d'années. Alors côté comportement, on va voir que les changements ont été également assez massifs. Il y a eu donc la diffusion de la cohabitation hors mariage. C'était le premier signal peut-être pour les démographes qui observaient les situations familiales. Alors ça ne paraît peut-être pas très spectaculaire sur ce graphique, parce que ça représente la situation conjugale de 15 à 90 ans, et quand même, c'est le mariage qui va largement dominer. Surtout dans les générations anciennes, évidemment, par définition, où il n'y avait pas d'autre type d'union. Donc, toute cette partie-là pèse un petit peu sur le graphique. Si je l'avais coupé à 40 ans, peut-être que ça aurait donné une idée un peu plus frappante du développement donc, de ces unions de cohabitation hors mariage. Vous voyez qu'elle devance le mariage chez les femmes jusqu'à à peu près 25 ans. Et chez les hommes, encore un petit peu plus tard, 27-28 ans, c'est toujours le petit décalage entre l'âge de l'homme et l'âge de la femme au sein du couple, toujours 2 ans à peu près de plus pour l'homme. Alors, donc, clairement, on se met d'abord en union cohabitante, et puis éventuellement après, on décide de se marier, ce qui explique que la proportion de couples cohabitants diminue. Alors ça, c'est une vision transversale, il faudrait suivre génération par génération.
c'est un petit peu plus compliqué. C'est la situation en 98 ou 19, la dernière enquête famille qui a été réalisée en France. Oui. Donc, il faudrait regarder des données un peu plus récentes. Je vais d'ailleurs vous en donner tiré de l'enquête emploi, je crois. Non, non, je n'ai pas le graphique. Mais en 2007, d'après l'enquête emploi, on a 41% de femmes de 25-29 ans en cohabitation. Vous voyez, ici, on n'est qu'à 30%. Donc, on est monté à 45%. Et pour les hommes, est-ce que j'ai le chiffre pour les hommes? Oui, 37%. Donc, on est également monté par là, un peu plus haut. Donc, le processus continue. L'âge au mariage ne cesse de s'élever. Et ça devient un événement dans la vie conjugale, parmi d'autres, mais pas du tout l'événement fondateur qu'il était autrefois. Alors, ce graphique ici est peut-être l'un des plus spectaculaires. C'est la montée de la proportion de naissances hors mariage. On est arrivé à la barre des 50% en France. Bon, c'est quelque chose d'assez inouï. 2 siècles de code Napoléon qui a bien encadré le mariage, bien encadré les naissances au sein du mariage. Et pour en arriver là, c'est-à-dire brusquement, en l'espace d'une trentaine d'années, même pas une vingtaine d'années, le passage de 10 à 50%. Donc, évidemment, c'est relié aussi à la situation de cohabitation. Au début, quand nous observions la cohabitation, d'ailleurs, le démographe Louis Roussel l'avait appelée la cohabitation juvénile. On pensait que c'était une étape avant de se mettre sérieusement en couple et de se marier, et avant d'avoir des enfants. Et puis, on s'est aperçu que non, c'était une étape qui était destinée à durer et qui n'était pas du tout incompatible avec la naissance des enfants. Bon, comme on a aligné progressivement les droits de ces enfants sur ceux nés dans le mariage, de certaine façon, ça ne change pas grand-chose, mais bon, sociologiquement, c'est quand même une discontinuité assez extraordinaire. En parallèle, il y a eu l'augmentation de la fréquence du divorce, qui ne va pas de soi non plus complètement, parce que moins on se marie, pourrait-on penser, moins on va divorcer, puisque ceux qui se marient font peut-être un choix plus réfléchi, basé sur des valeurs morales qui seraient peut-être hostiles au divorce, et donc on pourrait penser que s'il y a moins de gens qui se marient, il y en aura après moins qui divorceront. Ce n'est pas le cas. Bien que le mariage soit en recul, la fréquence des mariages rompus par divorce continue d'augmenter. On a vu la progression de l'âge à la première naissance. Je vous ai mentionné le fait que la baisse de la fécondité en France était faite essentiellement par la réduction drastique des naissances de rang 3 et plus. On a vu la baisse de la descendance finale des générations, et puis également non, on ne l'a pas encore vu, je vais vous le montrer, la baisse du nombre d'enfants désirés. Voilà un graphique qui représente, tiré de diverses enquêtes, ce qu'on appelle le nombre idéal d'enfants dans une famille. On pose la question aux gens, aux hommes ou aux femmes. Et ici, on s'est limité aux personnes qui sont d'âge reproductif, parce que souvent on produisait le résultat moyen 18-99 ans, et donc ça impliquait beaucoup de gens qui n'étaient pas vraiment concernés par le fait d'avoir des enfants, ou c'était trop tôt, ou c'était surtout trop tard. Bon. Donc en prenant 25-34 ans, on s'intéresse vraiment aux personnes qui se posent la question d'avoir des enfants ou pas dans cette période de leur vie. Et on appelle l'idéal situé parce qu'on avait en général une double question. Quel est le nombre idéal d'enfants pour vous dans une famille en France? Et puis, après, on disait, et pour des personnes de même milieu que vous, ou ayant les mêmes ressources que vous, pour essayer de relativiser un petit peu et de situer les gens dans un contexte, en principe, plus proche de leur vie personnelle. L'écart n'est pas énorme, c'est de 0,2 enfants. Bon, mais tant qu'à faire, on prend ici cet idéal situé. Donc voilà les valeurs. Alors effectivement, dans les années du baby-boom, on est autour de 2,5 enfants, nombre idéal déclaré situé, et puis on va avoir une baisse qui accompagnera la fin du baby-boom. Mais notez qu'à l'époque, effectivement, la descendance finale, ici, la descendance finale pour les personnes qui se sont mariées, était supérieure au nombre idéal. C'est-à-dire que les gens avaient plus d'enfants qu'ils ne considéraient souhaitables. Et effectivement, on a vu qu'ils déclaraient avoir eu des naissances non désirées. Donc là, on est assez cohérent. L'écart entre les deux, c'est ce qui nous est déclaré comme des naissances non désirées. On a parfois l'idée que le nombre idéal, c'est quelque chose d'éthéré, comme ça, on donne toujours des valeurs un peu extravagantes, ça n'engage rien. Ce n'est pas vrai. Ici, on voit que si on prend la précaution de le restreindre aux personnes vraiment concernées, le nombre idéal reflète très bien l'évolution des comportements réels, puisqu'on a cette baisse qui s'amorce en même temps. Ici, il y a un petit accident de l'histoire, je ne sais pas ce que c'est.
et on a une stabilisation au moment où la descendance finale se stabilise aussi. Et d'ailleurs, on est exactement au même niveau, 2,2 enfants. Alors 2,2 parce que on s'intéresse ici aux non-célibataires. Donc ce n'est pas la descendance complète pour l'ensemble de la génération, c'est pour les femmes qui sont entrées en union au moins une fois. Bon, en tout cas, il y a bien aussi une évolution importante ici, le fait que les gens déclarent vouloir moins d'enfants. Voilà, donc tout ceci entraîne des modifications importantes et ça va être des modifications du coup de tout le parcours de vie, et en particulier pour l'entrée dans la vie adulte, entre le moment où alors, la sexualité s'est développée pas mal, évidemment, hors mariage, au sein des couples non cohabitants, mais aussi, du coup, en dehors des situations de couple. Donc, entre le moment où on commence à avoir de premières expériences et le moment où on va se stabiliser dans une union de couple durable dans laquelle on veut avoir un enfant, il s'écoule un certain temps. Voilà, alors tout ceci ne pouvait pas être prévu par les gens qui, dans les années 30, réfléchissaient au concept de transition démographique. Mais en même temps, il faut dire aussi qu'on n'a pas affaire seulement à des changements de comportement démographique. C'est des changements de société au sens large, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles certains considèrent que le concept de seconde révolution démographique n'est pas tout à fait adapté, parce qu'il ne cesse de parler de questions très générales sur la société et la famille, bien au-delà donc de la question strictement du nombre d'enfants. Alors, ceci posé, jusqu'où peut aller la baisse de la fécondité ? Ici, bon, on est dans un cas de la France, on a vu qu'on est plutôt maintenant dans une stabilisation. C'est un peu le cas ailleurs en Europe, mais quand même, on ne sait pas très bien si cette situation est stable ou non stable. Dans certains cas, si elle se stabilise, c'est nettement en dessous de 2 enfants. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, je vous dirais personnellement très clairement qu'il faut admettre qu'on ne dispose d'aucun cadre théorique global qui permettrait d'être capable de dessiner un avenir probable pour la fécondité. Bon, je ne suis pas le seul à dire ça. Ron Lestag, dans son papier fondateur qu'il a mentionné avec Surkin en 1988, écrivait « Quand on passe en revue la littérature... » Je ne sais pas si j'ai la citation ici, non. Si, peut-être, non. Quand on passe en revue la littérature récente sur la fécondité et la famille, on est frappé par la fragmentation croissante et même la compétition entre diverses disciplines des sciences sociales. Il n'y a pas que les démographes qui s'intéressent au sujet. Et Dirk van de Kaa, qui est l'autre inventeur du concept, écrivait de son côté en 1996 « La recherche des déterminants du comportement de fécondité et de leur changement au cours du dernier demi-siècle peut être mieux interprétée comme le développement d'un ensemble de récits provenant de perspectives disciplinaires et d'orientations différentes. Il n'existe pas une simple histoire, théorie, qui soit acceptée par l'ensemble des spécialistes. Et du côté de ceux qui sont plutôt parmi les sceptiques par rapport au concept de seconde transition démographique, MacDonald notamment, il écrivait « Les théories de la transition, comme d'autres grandes théories sociales, n'ont pas résisté aux tests empiriques. Et de fait, les études comparatives récentes montrent de grandes diversités dans les évolutions nationales, mais malgré un ensemble quand même de points communs indiscutables. » Alors, que peut-on dire ou que peut-on faire ? Il y a l'argument souvent avancé, il n'y a pas de raison que la tendance s'arrête, puisque tous les facteurs qu'on a cités continuent d'exercer leurs effets et continueront dans les années à venir. Le problème, c'est qu'on disait cela déjà en 1975, au moment de la chute de la fécondité, juste avant que cette baisse ne s'arrête dans la majorité des pays. Deuxièmement, est-ce qu'on peut penser au moins que la mise en œuvre de politiques familiales plus ambitieuses pourrait renverser les tendances, et surtout là où les politiques sont encore assez modestes ? Bon, on a fait des estimations, les économistes ont essayé de faire des estimations de l'impact des mesures qui sont prises pour le soutien aux familles. Et quand on le fait de façon relativement individuelle, mesure par mesure, même en regroupant un certain nombre de mesures, on arrive à un impact limité. On explique entre 0,1 et 0,3 enfants par femme. Alors on peut dire que ce n'est pas grand-chose, mettons 0,2, c'est quand même 10%.
Et quand on est à des niveaux assez faibles, si on est 1,7, si on est capable de remonter avec 0,2 ou 0,3, ça serait quand même pas si mal. Mais il faut dire aussi qu'il y a vraisemblablement, au-delà de l'effet microéconomique qu'on essaye d'approcher par des modèles, des modélisations microéconomiques, il peut y avoir un effet de synergie important entre l'ensemble des mesures qu'on peut prendre d'aide aux familles. Il y a les incitations économiques, donc bien sûr ce qu'on appelle la politique familiale au sens strict. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir des places en crèche, la scolarisation précoce des enfants, une des spécificités françaises, les congés de maternité plus ou moins souples et de paternité aussi, les facilités qu'on accorde aux mères de famille, surtout quand elles travaillent. Bon. Tout cet ensemble fait que on peut être dans un contexte global qui donne l'impression qu'effectivement les familles sont aidées et donc on acceptera plus facilement de tenter sa chance, si je puis dire, alors qu'inversement, si on pense que ça va être on va rencontrer des difficultés économiques pour trouver un moyen de garder les enfants, etc., on est évidemment moins incité. Et c'est un peu une des raisons qu'on met en avant pour le cas français et expliquer qu'on a une situation meilleure que dans le reste de l'Europe, parce qu'on a globalement des mesures qui vont tout un peu dans ce sens-là, même si chacune séparément n'a peut-être pas le meilleur système européen, mais globalement, on peut dire qu'on est probablement parmi les pays les mieux outillés, avec quelques pays nordiques. Alors, est-ce qu'on peut penser que les situations de crise, comme celle que nous vivons aujourd'hui, peuvent aggraver encore les choses ? Il n'est pas sûr que la fécondité réagisse toujours fortement, ni négativement, à des événements extérieurs plutôt dépressifs. En effet, l'histoire montre que les couples, on peut avoir des enfants, même dans des contextes de forte déprime. Le baby-boom en est un premier exemple. C'était la fin de la guerre, certes, tendance à optimisme, mais d'abord on a vu que le baby-boom avait commencé avant la guerre, et en tout cas avant la fin de la guerre. Et de plus, le contexte économique de l'après-guerre n'était pas terrible. Il y avait encore des restrictions et des tickets de rationnement jusque vers 1950. Et le contexte politique n'était pas non plus des meilleurs. Si on était sorti de la guerre dure, on rentrait dans la guerre froide. En France, on avait les conflits coloniaux qui n'ont pas tardé à apparaître, une instabilité politique. Quand même un ensemble de contextes qui faisaient qu'on ne peut pas dire qu'on était dans une situation euphorisante. Peut-être un peu plus tard, effectivement, dans la fin des années 50, début des années 60, avec le décollage économique, mais certainement pas en 1946-1947. On peut observer aussi que des crises tragiques, comme celles qui ont marqué la Hongrie en 1956, avec l'insurrection de Budapest, ou la Tchécoslovaquie en 1968, avec le printemps de Prague, ne donnent pas forcément des traces visibles sur les courbes. Ici, vous avez l'indice de fécondité pour la République tchèque, et il y avait une tendance générale à la baisse, comme ça commence en 1950, le graphique ici. Arrivent donc les événements de Prague, et vous voyez qu'il y a une coïncidence troublante, c'est qu'il y a plutôt une remontée de la fécondité dans les années qui ont suivi. Dans le cas de la Hongrie, l'événement se situe plus tôt, en 1956. La baisse était déjà amorcée, et effectivement, là, elle a continué, pas indéfiniment, puisqu'on a une stabilisation à partir de 1960. Il y a eu encore 4 ou 5 années de baisse. On ne peut pas dire que ce soit des illustrations très, très frappantes d'une relation très forte entre situation de crise et fécondité. Voilà, donc je vous laisse sur cette interrogation. Peut-être que Wolfgang Gluss va nous apporter des éléments plus précis pour la suite. En quelques minutes, je dis quand même quelques mots de la question de la durée de vie, parce que ça fait partie du schéma de la transition, et que c'est une incertitude. Je veux au moins vous poser l'interrogation qui est celle des démographes aujourd'hui. Donc on part du constat que depuis une cinquantaine d'années, l'espérance de vie dans la deuxième moitié de la vie, après 50 ans, augmente rapidement. C'est un fait nouveau. Autrefois, elle n'augmentait que très peu. Les gains étaient assurés avant 50 ans. Et la question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il y a une limite à cet allongement, qui pour le moment est constant, une limite biologique, ou bien est-ce qu'il n'y en a pas ? Alors, ça n'empêche pas que même s'il y a une limite, on puisse encore avoir quelques années d'augmentation de l'espérance de vie, mais la question donc est posée. Alors, rapidement, dans les arguments en faveur de l'idée pas de limite,
Voilà un graphique un petit peu compliqué peut-être, mais enfin la tendance est claire, qui a été construit par Eupen et Vaupel, qui représente, ils ont simplement cherché dans la littérature quelle était chaque année la table de mortalité la meilleure, pays par pays. Donc en 1840, la meilleure table de mortalité donnait une espérance de vie de 45 ans. Et puis ils ont accumulé comme ça les données. Et ce qui est assez surprenant, on arrive jusqu'en l'article était de 2002, donc la dernière table était à peu près autour de 2000, on a une droite parfaite, c'est-à-dire que la meilleure table, chaque année, s'inscrit dans une progression linéaire par rapport aux tables antérieures. Donc ça ne suggère aucunement une limite, puisqu'on est sur une droite parfaite. Ce qui s'échappe un petit peu de la droite, si je puis dire, c'est des exemples de projections qui ont été faites à divers moments pour montrer justement comment on se trompait. Ici, on pensait que, je ne sais quel auteur pensait qu'on allait continuer comme ça, eh bien non, on a continué sur la droite. Ici, on a fait la même hypothèse. Bon. Donc, régulièrement, on suppose qu'il y aura une limite, donc on est prudent, et puis pour le moment, on a l'impression qu'en fait, on continue sur une ligne droite. Deuxième élément, on commence à calculer des quotients de mortalité aux âges très élevés. Nous avons des centenaires, nous avons même ce qu'on appelle des super-centenaires qui vivent plus de 110 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Donc pour construire une table, c'est quand même pas très facile. Il faut avoir un certain nombre de cas, quelques milliers de cas si possible. Des données sont rassemblées, notamment sur un ensemble de pays européens, pour voir comment se fait cette évolution. Et sur ces bases, il y a on présente deux rapidement ici, on voit qu'il y aurait une tendance à la stabilisation, voire même au déclin des taux à partir de 108 ans à peu près. On serait autour de 0,4. Habituellement, par exemple ici, vous avez une espèce de loi biologique qui avait été proposée par Paul Vincent. À l'époque, il ne pouvait pas aller beaucoup au-delà de 100 ans, et il extrapolait, et on estimait que le taux atteindrait 1. Donc si le taux est 1, ça veut dire que tout le monde meurt dans l'année, autour de 105 ans. Donc ça donnait une idée de l'âge limite. Et puis, donc on voit maintenant qu'on se stabiliserait autour de 0,4. Il y a un deuxième graphique, je crois, qui vous donne sur des exemples chinois, là, une population chinoise pour laquelle on a... Alors les Chinois, ils sont nombreux, alors on peut avoir un certain nombre de centenaires assez facilement. Et là aussi, on voit que les quotients augmentent entre 80 et 95 ans, puis après, ils sembleraient bien stabiliser, là aussi autour de 0,3, 0,4. S'ils se stabilisent à un niveau inférieur à 1, potentiellement on est éternel, puisque le taux n'atteint jamais 1. Bon, mais évidemment, encore faut-il arriver à 90 ans, 100 ans, 110 ans, et il n'y a quand même pour le moment pas beaucoup qui y arrivent. Donc voilà, des idées qui vont dans le sens de la possibilité qu'il n'y ait pas vraiment de limite. Dans l'autre sens, il y a les tenants de l'idée que ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle la rectangularisation de la fonction de survie. Ici, vous avez la courbe de survie de 0 à 100 ans. Autrefois, la courbe avait un profil de ce type-là. On mourait beaucoup aux âges jeunes, énormément, aux âges très très jeunes. À 1 an, il y avait déjà plus que 30% de survivants. Et progressivement, donc, on voit qu'effectivement, la courbe se déplace, se déforme, et elle tendrait en quelque sorte vers un rectangle presque parfait, si elle se contente de remplir cet espace-là en gardant toujours une limite à peu près à 100 ans, ou un peu plus peut-être. Donc, une autre illustration du mécanisme, c'est de regarder la distribution des décès. Maintenant, on voit qu'on a toujours un petit excédent à la naissance, mais plus beaucoup, et on a surtout donc, ce maximum, qui est maintenant autour de 80 ans, et alors qu'autrefois, on avait une courbe plutôt de ce genre-là, donc des décès importants dès l'âge jeune, puis à nouveau aux âges plus élevés. Donc toute la question est de savoir si on a un déplacement simplement de cette bosse, en quelque sorte, mais qui buterait toujours sur 100 ou 105 ans, ce que disent pour le moment certains observateurs, ou si elle va se décaler elle-même indéfiniment. Bon, il y a aussi ceux qui disent que le dernier argument pour penser qu'on a atteint les limites, c'est que pour gagner en espérance de vie, il faut réduire donc des quotients à des âges relativement élevés, autour de 80-85 ans. Or, les mortalités à ces âges-là
c'est essentiellement la mortalité par cancer et par maladie cardiovasculaire et puis dégénérescence, autres maladies de dégénérescence. Or, c'est des domaines un peu résistants pour le moment, où on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir être capable de faire des progrès très très rapides. Or, les extrapolations qui sont proposées par les auteurs optimistes supposeraient qu'on ait vraiment une réduction de ces quotients très forte. Bon. Cela étant, on voit qu'en France, la mortalité cardiovasculaire diminue, effectivement. Donc, après tout, tout peut arriver. Alors finalement, est-ce que ça aurait beaucoup d'effets sur la croissance des populations, cet allongement de la durée de vie ? J'ai essayé de le vérifier avec le petit programme que je vous avais montré de projection, en imaginant que, au-delà des 75 ans qui sont projetés par les Nations Unies en 2050, l'espérance de vie continuerait de progresser jusqu'à 85 ans, donc 10 ans de plus dans les années suivantes. Dans ces cas-là, alors que dans l'hypothèse des Nations Unies, si la mortalité n'augmentait plus, on plafonnerait à 9,3 milliards en 2100. Si je laisse aller la mortalité, l'espérance de vie, jusqu'à 85 ans, on serait à presque 1 milliard de plus en 2100. Donc effectivement, si on suppose qu'il peut y avoir encore de gros progrès, j'ai été assez lourdement en passant à une espérance de vie mondiale de 85 ans, mais on peut imaginer donc que ça contribue à retarder un petit peu aussi le moment de la stabilisation démographique.